Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une bonne surprise, un film que j'ai regardé sans en attendre grand-chose. L'homme qui valait des milliards. Non, rien à voir avec notre Steve Austin. Là, on a un film de 1967 de Michel Boisson, à qui on doit À tout cœur à Tokyo pour OSS 117, le 4e opus de la saga de l'espion américain des années 60. Et on ne va pas se mentir plus longtemps, c'est le meilleur OSS 117 de l'époque. Franchement, on va le voir en détail. Mais ce film a les apparences d'un OSS 117, un scénario digne d'un OSS 117, mais ce n'est pas officiellement un OSS 117. Et c'est bien dommage, car on va le voir, ce long métrage a tous les ingrédients pour passer un agréable moment. Mais déjà, ça raconte quoi? Jean Sarton, interprété par Frédéric Stafford, tiens, il me dit quelque chose celui-là, est en prison et souhaite s'évader. Novak, interprété par Raymond Pellegrin, tiens, lui aussi, je l'ai déjà vu quelque part, décide de le suivre. Lors de l'évasion, ils sont libérés par des personnes auxquelles ils ne s'attendaient pas. Des personnes qui veulent récupérer un vieux trésor caché par Novak. Alors oui, toute une partie de l'équipe d'OSS 117 tourne dans ce film. Le réalisateur, je l'ai déjà dit en introduction, et dans le rôle principal, on retrouve notre Frédéric Stafford qui a joué par 2 fois le rôle d'OSS 117. Ici, il joue le rôle d'un prisonnier qui n'en est pas forcément un, puisqu'il est en fait un agent du trésor américain. Mais quand on le voit à l'écran, on retrouve notre OSS 117. Il joue un personnage imposant, physique et séducteur quand il le faut. Finalement, tous les ingrédients de notre espion américain. Son acolyte dans le film était aussi son acolyte dans Furia à Bahia pour OSS 117, puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit dans le pitch, de Raymond Pellegrin. Ce duo d'acteurs principaux fonctionne parfaitement bien, passant de amis à ennemi, et puis je vous en dis pas plus. Concernant la jante féminine, on retrouve dans l'un de ses premiers rôles Annie Dupéré. Elle est belle, elle joue juste dans le rôle de la fille de Novak. Vous allez le voir si vous le regardez, ce film est centré sur ce trio d'acteurs, surtout vraiment à partir de la moitié du film. Vous allez me dire, mais alors selon toi, pourquoi c'est le meilleur OSS 117? Déjà, on peut se dire que Jean Sarton, le personnage principal, pourrait être en fait Hubert Bonisseur de la Batte. Car Jean Sarton est en fait un nom d'emprunt. Oui, notre héros prend la place d'un prisonnier, ce Jean Sarton, pour s'infiltrer dans la prison et s'approcher de Novak. Donc du coup, on peut très bien se projeter en se disant qu'en fait, Jean Sarton, c'est Hubert Bonisseur de la Batte, surtout que à aucun moment du film, on nous donne le vrai nom de ce Jean Sarton. Maintenant, j'ai envie de comparer ce film aux 5 films OSS 117 pour vous dire quelles sont selon moi les différences majeures qui font de L'homme qui valait des milliards un film bien meilleur que les 5 autres. Et je le dis haut et fort, ce long métrage fait selon moi jeu égal avec certains James Bond des années 60. Oui, je vous l'assure. L'un des atouts selon moi de ce film, c'est son scénario, son écriture. Ils ont bossé le truc. Tout est plutôt fluide, bien amené, on n'a pas de raccourcis scénaristiques que l'on peut voir dans ce genre de film de l'époque. L'histoire est copieuse, intéressante, on nous distille les détails au fur et à mesure pour maintenir le spectateur en émoi. Les personnages sont bien et bons dans leur rôle, avec peut-être une exception, mais on en parlera dans les quelques rares défauts de ce long métrage. Pour exemple de justesse de cet homme qui valait des milliards, on n'a pas de scène de drague à 2 balles. Oui, ces scènes un peu ringardes que l'on peut voir dans OSS 117. Le héros, ce Jean Sarton, a une petite amie qui est en fait une collègue, et l'autre personnage féminin, joué par Annie Dupéré, ne tombe pas dans les bras du héros, comme ça peut être le cas dans OSS 117 ou même dans James Bond. Alors, on a évidemment un petit sous-entendu à la fin qui laisse à penser, mais à penser, que le héros et le personnage féminin vont finir ensemble, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est le parti pris de vouloir tourner en extérieur ou dans des décors intérieurs réels. Et cela donne un petit côté plus authentique, plus historique et moins
kitsch. Et puis quand on passe de Paris à Fès, on a un vrai dépaysement, un exotisme exacerbé par le contraste des destinations. Et d'ailleurs, un air de James Bond baigne à ce moment-là dans le long métrage. Et puis bravo, on ne s'ennuie pas, on nous a fait un petit film d'1h30, ça suffit, c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus quand on veut juste nous divertir. Du coup, on n'a pas de scènes trop longues, on n'a pas des scènes qui finalement ne servent à rien, où les gens se regardent dans le blanc des yeux, comme on pouvait un petit peu le trouver dans OSS 117. Alors oui, on peut se dire que les scènes d'action n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont courtes, c'est vrai. Mais elles font le job et elles s'intègrent parfaitement au récit. Et c'est tout ce qu'on demande. Frédéric Stafford, comme il le faisait sur OSS 117, use de sa personne dans les scènes de bagarre, et ça, c'est appréciable pour la fluidité de la réalisation. Un autre point que j'ai beaucoup souligné dans les critiques d'OSS 117, c'est la musique du film. Là, elle est bien, elle est bonne, elle est en raccord avec ce qu'on voit à l'écran. Vous le voyez, il y a plein de petites choses comme ça dans cet homme qui valait des milliards qui font de ce film un long métrage bien mieux ficelé et fini que les OSS 117 de la même époque. Alors, il y a un élément qui est regrettable dans le film. Il faut le chercher du côté des antagonistes. Il y en a trop, ou plutôt je devrais dire que son chef n'est pas assez charismatique et mis en avant. On a plus affaire des fois à une bande de malfrats un peu mal organisés. Alors, on est bien d'accord, hein, ils jouent plutôt bien leur rôle, c'est pas le problème. Mais il manque une vraie opposition pour faire ressentir un vrai enjeu entre les deux camps. Alors attention, je vais spoiler un peu pour vous expliquer rapidement. Et ouais, je pense que l'une des erreurs majeures, c'est d'avoir fait tuer le chef avant la fin du film. Cela fait un petit peu bizarre parce que ça donne un côté un peu désorganisé justement à cette bande de malfrats. On aurait pu imaginer que le méchant principal meurt à la toute fin comme dans la plupart des James Bond. C'est dommage. Mais cela n'entache pas le bon moment que j'ai passé en regardant ce film. Je l'ai même regardé 2 fois en un mois sans m'être endormi devant. Et du coup, je vais lui attribuer une bonne note de 3,5 sur 5. Et vous le voyez, eh bien ça en fait le meilleur OSS 117 de l'époque. Allez, maintenant, je vous propose certains replays des films d'Hubert Bonisseur de la Batte. Si vous avez raté les critiques, rejoignez-moi dans l'une ou l'autre de ces vidéos. A tout de suite.